Bonjour, nous sommes le jour de Noël, il est près de midi. Je voudrais revenir sur un café philo qui avait eu lieu il y a quelques jours à l'étoile européenne porte de Bagnolet, avec Sabine Menconi, sur la question du génie. Je pense qu'on peut jouer sur le mot génie, en fait. Il y a avoir du génie et avoir un génie. Vous connaissez l'histoire du génie de la lampe d'Aladin. Je me demande s'il ne faut pas, effectivement, pour être génial, si on peut dire, avoir un génie qui nous inspire, qui nous guide. Et je me demande si c'est pas, en fin de compte, le sens premier du mot génie. Le génie serait quelqu'un qui est inspiré par un génie, parce que le mot génie en lui-même, je ne suis pas sûr qu'il fasse sens immédiatement comme on l'entend aujourd'hui. C'est curieusement un mot qui m'a interpellé très très jeune. Je crois que mes premiers écrits, quand j'étais adolescent, touchaient à cette question de qu'est-ce que c'est qu'un génie. Qu'est-ce que c'est qu'avoir du génie? Et je crois qu'effectivement, le paradoxe, c'est que si le génie a une capacité à inspirer les autres, il faut lui-même qu'il soit inspiré. Mais si le génie inspire les autres hommes, il va être inspiré par des entités qui ne sont pas humaines, en fait. Et c'est ça la différence. C'est comme la monarchie absolue. Elle est de droit divin, dit-on. C'est-à-dire que elle a son autorité, elle a sa légitimité d'en haut, et non pas d'en bas. Et non pas, elle a une légitimité verticale et non pas horizontale. Donc, le mot médium, d'ailleurs, ne me gêne pas. Moi-même, j'ai pas mal travaillé sur la question de la médiumnité. On peut le voir dans mes interviews sur YouTube, notamment les fameux entretiens médiumniques que j'ai menés avec la médium Geneviève et puis avec d'autres. D'ailleurs, on peut citer plusieurs hommes politiques, par exemple, qui se prenaient, qui se croyaient des médiums. Et je pense que ce n'est pas faux d'admettre, même si, à la limite, on pourrait arriver à dire que ce génie qui nous inspire, c'est notre soi, c'est notre subconscient, c'est notre inconscient. C'est peut-être quelque chose qui fait quand même partie de nous-mêmes à un niveau supérieur. Et ça, je veux bien le croire, de toute façon. La représentation la plus raisonnable et la plus acceptable, c'est bien celle-là, en fait. Parce que nous savons de toute façon que beaucoup de choses en nous sont subconscientes, que nous avons des perceptions subconscientes. Et pour les astrologues, par exemple, si les astres agissent au cours de notre vie, c'est pas parce que nous les regardons, mais parce que nous en avons une perception subconsciente. C'est-à-dire que quelque part, nos yeux les voient, puisqu'ils sont dans le ciel, ils sont des astres qui sont visibles, mais notre conscience ne les voit pas. Il y a une science sans conscience. Et là, je ne serais pas d'accord avec la formule science sans conscience n'est qu'une de l'âme, bien qu'elle nous interpelle. Mais nous avons effectivement une science sans conscience. Dans notre rapport à l'autre, c'est une science sans conscience. Alors peut-être que c'est aliénant, peut-être faut-il s'efforcer de mettre fin à cela, c'est-à-dire avoir conscience de tout et ne plus rien laisser au subconscient, mais c'est tout à fait utopique, hein, parce que même notre organisme, notre circulation sanguine, notre appareil digestif fonctionne en grande partie de façon subconsciente. Donc, nous devons beaucoup à notre subconscient. On peut dire aussi, d'une certaine façon, que ce qui est subconscient était conscient au départ, et que progressivement, pour des raisons d'économie d'énergie, si on peut dire, pour reposer la conscience, on est tombé dans des formes d'automatisme, comme quelqu'un qui conduit, qui n'est pas totalement conscient
de ces gestes parce qu'ils sont complètement intégrés, complètement automatisés, ce sont des habitudes. Donc, pour des raisons de gestion, il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas garder en conscience. Et en même temps, il est légitime pour des chercheurs d'essayer d'avoir conscience de ce qui n'est pas conscient, mais de ce qui est, c'est-à-dire de cette science inconsciente que nous avons et qui agit considérablement, mais dont nous n'avons pas conscience. Donc, cette formule science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je pense qu'elle n'est pas forcément tout à fait valable, pour dire la vérité. Euh, Freud nous a appris effectivement qu'il y avait des phénomènes subconscients. Il n'a pas été jusqu'à dire que l'astrologie pouvait être aussi un phénomène subconscient. Je ne sais pas s'il a dit que le génie pouvait être aussi un phénomène subconscient, comme la poésie par exemple. Mais le subconscient, c'est un supplément d'âme, si on peut dire. On peut dire ça comme ça. Ça nous donne un potentiel supplémentaire, un potentiel supérieur, un pouvoir supérieur qui est tout à fait appréciable et qui fait que certaines personnes, qu'on le veuille ou non, soient particulièrement inspirées. Dans le domaine musical, par exemple, moi, dans mon cas personnel, par exemple, je n'exclus pas que lorsque je joue du piano, je sois inspiré. Parce que finalement, je ne maîtrise pas du tout ce que je fais, je n'ai pas de formation musicale, et donc, quelque part, il est possible que je sois un instrument et que beaucoup de compositeurs soient également des inspirés, ou même des peintres, et même, je sais pas, à tous les niveaux, nous sommes inspirés. Et ceux qui ne sont pas inspirés, ben, ils s'envolent pas, ils ne vont pas très loin. L'inspiration est une condition de l'excellence, en fait, quelque part. Est une condition pour pouvoir assurer un certain sacerdoce, enfin, en tout cas, un certain pouvoir sur nos semblables, immédiatement ou dans l'avenir. C'est peut-être même la condition sine qua non, si on peut dire. Euh, alors cela dit, la question de savoir si on peut développer son subconscient, explorer son subconscient et réveiller en soi, éveiller en soi un certain nombre de potentialités, par le yoga par exemple, par la méditation, par la relaxation. Je n'exclus absolument pas cette hypothèse. Moi-même, je me suis initié au yoga quand j'avais 18-19 ans, notamment grâce à Madame Kaufmann, Nelly Kaufmann, rue Copernic, à ne pas confondre avec le centre Copernic des Juifs libéraux. Et, c'est vrai que ça développe une façon de faire du yoga, ça développe des perceptions, ça développe peut-être une écoute. En tout cas, il y a probablement quelque chose à développer, à éveiller, et qui n'est peut-être et qui tout simplement fait que on ne naîtrait pas génial, mais on développerait une certaine aptitude, certaines facultés au cours de sa vie, assez jeune de préférence.